Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous pour saluer l'intelligence. Délivrez-vous pour faire honneur à l'intellection. Délivrez-vous pour vous présenter le livre, pour mettre du livre à droite et à gauche dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire contemporaine. Certains vont parler de contemporanéité historique. Nous allons néanmoins ouvrir cette émission avec la rubrique Temps Poème. Alors là, j'ai en main la revue Intranquillité, une boîte noire des imaginaires, un projet du poète haïtien James Noël et de son épouse Pascale Monet, qui est artiste peintre et plasticienne. Je suis à la page 213. Je vais vous lire un poème d'Emily Prophète qui a pour titre « Rouge voyage ». Je renoue avec mon désir de fuir, un appel recommencé, partir, un à un dans cette valise rouge, le livre que je n'achèverai sûrement pas. Le vieux manteau devenu trop serré, les chaussures défraîchies à force de se heurter à des hivers pour lesquels elles n'étaient pas faites. Elle est rouge sang pour être visible de loin sur les carrousels, avec ses stries, témoins à charge des traversées, des solitudes des chambres d'hôtel, des doutes sur le retour, des ruptures imaginées, des temps morts. Rangée derrière la porte, elle garde quelques bas en nylon, un vieux poule, quelques documents dont la lecture a été différée, que je jetterai sûrement la prochaine fois qu'il me faudra défaire entièrement ma valise rouge, comme pour finir avec le dernier voyage, recommencer un autre. Jamais entièrement défaite, jamais entièrement faite, c'est le plus accompli des mi-chemins, le plus précieux, le plus vieux, le plus rouge des silences. Rouge voyage, Emily Prophète, poème pris dans la revue Intranquillité. Place maintenant à la présentation biographique de mes deux invités, Peter Frisch et Savannah Auguste. Peter Frisch est né à Port-au-Prince le 14 juillet 1960. Il a fait ses études classiques en Haïti, puis a été diplômé en gestion, administration et logistique de l'Université de Miami en Floride. Il travaille à la maison Henri Deschamps depuis 1984, où il occupe depuis 1997 la fonction de directeur général. Il est aussi vice-président trésorier du conseil d'administration de cette entreprise qui, en cette année 2018, célèbre ses 120 ans. Peter Frisch, passionné d'histoire, est l'auteur de plusieurs articles parus dans la revue de la Société haïtienne d'histoire et l'auteur de plusieurs biographies historiques. Il est également fondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Lucienne Deschamps, bras social de la maison Henri Deschamps, œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la culture et du sport. Il est aussi fondateur et président de la Hand in Hand for Haiti Foundation, qui a construit et gère une école modèle dans la commune de Saint-Marc, le lycée Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, qui dispense une éducation de qualité entièrement gratuite à plus de 300 élèves issus des milieux les plus défavorisés de la commune. Il fournit également ses services dans différents conseils d'administration tels que le Parc du Souvenir, la CIOP, Hôtel Oasis, l'Association de généalogie d'Haïti. Geneviève Dominique Auguste est née à Port-au-Prince de mère et de père haïtiens. Elle fit ses études de la 3e à la philo à l'Institut des Sœurs du Sacré-Cœur de Turgeau. En 1972, elle se rendit à New York, aux États-Unis, où elle obtint une licence en sociologie au Queen College du City University of New York.
Revenue en Haïti en 1977, elle épousa Ralph Auguste, dont elle eut 3 enfants qui sont sa fierté. Elle travaille aux côtés de son mari pendant quelques années à Valerio Canez S.A., dont il est le directeur commercial. Mais Geneviève s'intéressait peu aux affaires et se sentait irrésistiblement attirée par le monde de l'écriture. Elle intégra la maison Henri Deschamps en 1987 et ne la quittait plus. L'atmosphère conviviale et peu conventionnelle de son milieu de travail lui permettait et lui permet toujours de s'épanouir en toute liberté. De nos jours, Geneviève Auguste occupe le poste de directrice de collection aux éditions Deschamps. Quoique s'étant spécialisée en histoire, elle est l'auteur de manuels scolaires variés allant des sciences sociales, du français, du créole aux sciences expérimentales. Sa passion, c'est l'écriture. Rien ne lui plaît autant que de se trouver confronté à un matériel ardu qu'il lui faut décortiquer, ordonner et rendre accessible à ses lecteurs, petits ou grands. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à Délivrez-vous, nous allons parler histoire d'Haïti. D'abord en faisant un clin d'œil à un livre que tout le monde a connu en Haïti, Le Vieux d'Orsainville, l'histoire d'Haïti, 1492-1915. Ensuite, ce que la Maison Deschamps nous propose, et c'est magnifique pour l'histoire d'Haïti, c'est une période toute contemporaine. Nous partons de 1915 pour arriver à 1986. Nous avons 2 des membres importants de ce projet qui sont là sur le plateau Délivrez-vous, Peter Frisch et Madame Auguste. Rebonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir D'Angelo et merci de nous accueillir ici. Ouais. Ça va être un grand voyage dans l'histoire d'Haïti, Madame Auguste. Le Vieux d'Orsainville, comment vous l'aviez connu, jeune, enfant? Je l'étudiais, par cœur. Et je ne l'aimais pas beaucoup, parce que c'était assez ardu, je pense, puisque nous avions ça depuis le primaire. Il était agrémenté un peu au secondaire, mais petite, je me rappelle que je n'ai pas beaucoup étudié dans ce livre-là. Il fallait souligner des tas de passages bien longs. Et c'était assez rébarbatif. C'était assez besogneux. C'était copieux. Ouais. Plus âgé, je l'ai apprécié. Au moment où il s'est agi pour moi d'écrire d'autres manuels scolaires, je l'ai apprécié parce qu'on trouvait énormément d'informations et d'informations, la plupart du temps, très correctes. Ouais. Donc, j'ai appris à l'apprécier. C'est la richesse du d'Orsainville, justement. Et J.C. d'Orsainville, que nous avons rétabli son prénom complet, Jean Chrysostome d'Orsainville, car beaucoup s'interrogeaient toujours, J.C. c'était pourquoi? Et c'est bien Jean Chrysostome d'Orsainville, et qui, en fait, quelque part, est un ouvrage qui, dans le temps, a été un manuel scolaire, a été aménagé en manuel scolaire, mais qui, au fil du temps, était davantage devenu ce qu'on peut appeler un document de référence, un ouvrage de référence pour une personne qui voulait avoir une information précise, rapide sur une période ou un fait bien donné de l'histoire d'Haïti, de la période qu'avait couverte d'Orsainville. Parce que, soit dit en passant, d'Orsainville, bien que les élèves d'antan et de notre génération qui ont étudié dans le d'Orsainville l'ont connu allant jusqu'à la période en question, genre jusqu'à la période du Valier. Et d'Orsainville lui-même, en son temps, et sa première édition n'a apparu en 1924. Est-ce que c'était déjà chez Deschamps en 1924? Non, pas encore. C'est arrivé plus tard. C'est arrivé dans les années 40 chez Deschamps. Et à l'époque, en 24, lorsque d'Orsainville sort son texte, il l'avait arrêté à 1915. Le texte qu'il avait écrit avait été jusqu'à 1915 parce que quand il l'a publié en 1924, la période 1915-1924, les 9 années qui précédaient, c'était de l'actualité. Il était contemporain des événements. Là, ça aurait été davantage du journalisme. Et c'est même extraordinaire qu'en 1924, il publiait déjà jusqu'à 1915. Parce qu'à partir de 1915, c'est le début de l'occupation américaine. Et on verra que même ce tout dernier chapitre qui arrive jusqu'à 1915, des gouvernements éphémères qui ont abouti jusqu'à la chute de Villeboin-Guillaume Sam,
et il avait été très laconique là-dessus. Ouais. Il n'avait pas poussé vraiment l'écrit parce que même 1915 restait encore très proche. Et c'est un livre qui a tout de suite fait autorité dans le milieu de l'enseignement. Les professeurs n'ont pas rechigné à l'utiliser dans leur salle de cours. Le ministère de l'Éducation nationale l'avait recommandé comme ouvrage d'enseignement et les FIC ont repris le livre, l'ont adopté. Il y a eu une entente entre les frères de l'instruction chrétienne et Jean Chrysostome d'Orsainville. Et à ce moment-là, c'est à partir des gouvernements successifs, au fur et à mesure que les gouvernements de Dartignave et de Borno et ainsi de suite se succédaient au pouvoir, que les frères de l'instruction chrétienne ont rajouté petit à petit les chapitres subséquents, mais qui n'étaient pas ni de la même saveur, ni de la même envergure que ceux que d'Orsainville avait écrit lui. Voilà. Donc, nous, en tant qu'éditeurs, lorsque nous avons décidé qu'il fallait redonner une jeunesse au vieux JC, et nous avons fait le choix de retrancher les rajouts qui avaient été faits au d'Orsainville d'origine. Donc, nous avons rétabli le d'Orsainville d'origine, donc 1492 à 1915. En 1915. Et pour lui redonner une jeunesse, nous lui avons redonné un façonnage totalement différent. Nous avons fait une recherche iconographique en illustration je m'en suis rendu très importante. Très importante. Nous avons aussi fait le choix de rajouter des annexes à la fin des livres et des chapitres pour pouvoir étoffer le texte de d'Orsainville et de pouvoir aborder peut-être certains sujets tels que le marronnage où en son temps il n'en avait pas parlé. Parce que même si que nous avons fait le choix de redonner une jeunesse au d'Orsainville parce que c'est un ouvrage de référence de valeur qui garde toute son actualité, mais il était interdit pour nous, comme éditeurs, d'intervenir sur le texte. Voilà, donc il n'y a pas eu de réécriture, en absolument effet. Pas. Absolument pas, parce que d'Orsainville étant décédé, et si l'auteur est vivant, l'éditeur peut intervenir, peut faire des suggestions et des recommandations à l'auteur pour étoffer telle partie et rajouter tel paragraphe ou rajouter un chapitre. Mais une fois que l'auteur est décédé, son ouvrage, son œuvre devient immuable. On n'a plus le droit d'y toucher. Donc là, ce sont là les droits moraux dont l'auteur dispose sur son œuvre. Donc là, maintenant, nous ne pouvions pas y toucher. Donc nous avons gardé l'ouvrage dans son intégralité d'origine, où nous l'avons tout simplement étoffé à travers les illustrations, les légendes de ces illustrations et les annexes qui permettent de compléter ou de renforcer des éléments abordés par d'Orsainville en son temps ou qu'il avait choisi de ne pas aborder, qu'il n'avait pas traité. Voilà. Et à partir de là, donc nous en avons fait ce que nous pouvions appeler aujourd'hui maintenant le tome 1 de cette histoire d'Haïti. Et nous avons fait appel maintenant à toute une équipe pour travailler sur la rédaction d'un tome 2 qui va maintenant de 1915 à 1986 et qui reste dans le même principe du d'Orsainville, qu'on a voulu qu'il fasse suite au d'Orsainville. Donc, ça reste et demeure une histoire qui a une approche, si l'on peut dire, et académique, pédagogique, puisqu'elle est chronologique. On suit les gouvernements successifs, l'un après l'autre, et les événements qui se sont déroulés durant chacune de ces périodes. Donc, ça se veut dans le même moule que le d'Orsainville, même si qu'il n'a pas été rédigé, ce tome 2, par d'Orsainville, mais par un groupe d'auteurs dont Geneviève Auguste, ici présente, est la rédactrice en chef, celle qui rédigeait, et qui venait en appui avec des auteurs et des historiens comme Pierre Buteau, Odette Roy-Fonbrun et
moi, personnellement, je m'y suis impliqué également. Ouais. Et ainsi que Non, Wanda Pierre. c'est tout un travail d'équipe pour faire ça a été ce un tome travail 2. d'équipe. Ce tome 2 n'est pas le travail d'une personne, c'est vraiment le travail d'une équipe, surtout lorsque l'on parle de périodes contemporaines et aborder des périodes aussi proches et réclame et parfois des périodes sensibles et réclame et disons les points de vue divers. Avec beaucoup de photos, comme là je vois des photos des funérailles officielles données à Port-au-Prince de l'ancien président Louis Borneau. Madame Auguste, dites-nous, comment écrit-on l'histoire? Comment écrit-on l'histoire? Ouais. À partir de textes, à partir de beaucoup de réflexions, à partir d'interviews avec des personnes, parce que c'est ce que je faisais aussi. À part lire différents textes, ça, j'en ai lu en masse et en quantité. Ouais. Et à partir de ça, du moins moi, c'est ma méthode, je fais un recul, je vais à l'intérieur et j'essaie de comprendre l'ambiance de ce qui se passait à l'époque. J'essaie de comprendre les personnes et les événements. À partir de là, mon autre approche est d'aller vers peut-être des gens qui ont vécu ces événements ou qui connaissaient des personnes qui avaient vécu ces événements, afin de trouver, si vous voulez, la vérité historique. Et une fois que je prenais conscience que j'étais prête, ça c'est un sentiment comme une femme qui va accoucher, elle sent le moment venir. Hein? Bon, on approche des eaux, il n'y a pas à dire, il faut accoucher. Donc à ce moment-là, je me mettais à écrire, j'écrivais. Et chaque mercredi, nous avions une réunion avec l'équipe. L'équipe se compose de Peter Frisch, comme il a dit, Peter Frisch qui est historien aussi, qui est écrivain, Odette Roy-Fonbois, qui se passe de présentation. Qui a beaucoup travaillé sur l'histoire d'Haïti. Pierre Buteau, qui est un grand historien et aussi le président de la Société d'histoire et de géographie. Maëlle Fouchard, qui est la directrice des éditions Deschamps. Et Wanda Pierre, qui s'occupe beaucoup de pédagogie, elle est assistante de Mme Fouchard, qui s'occupe beaucoup de pédagogie. À partir de ce moment-là, le mercredi, on s'asseyait en équipe et là, c'était le coup près. Ouais. D'accord, interrogation, où as-tu trouvé cette information? Et moi, je répondais, moi, je n'ai pas rêvé. Moi, je n'invente pas les informations. Si je l'ai écrit, c'est que je l'ai trouvé. Où est-ce que tu l'as trouvé? Il fallait essayer de se souvenir. Tel. Ah oui, mais ce n'est pas exact. Et chaque personne venait avec son expérience, avec son vécu, ses lectures, et ça dit, ah non, sa sensibilité. Ouais. On a eu énormément de discussions, surtout pour les époques contemporaines. Oui. Et je tiens à dire que la salle dans laquelle on se réunissait pour discuter et revoir les textes avant de pouvoir les finaliser, c'est le cas de le dire 100 fois, remets-toi à l'ouvrage. Ouais. Et quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur pourrait croire qu'on se bagarrait littéralement à l'intérieur, que c'était des luttes, il y a des moments, ça pouvait être orageux, avec le respect mutuel absolu. Mais l'espace de travail était très intense et ça pouvait être, ça chauffait. Je me rappelle qu'une fois, sans vouloir t'interrompre, j'avais amené ma petite fille qui m'attendait pendant que nous étions en pleine réunion. Et ensuite, elle m'a dit, mais grand-mère, mais qu'est-ce qui se passait? J'entendais tout le temps Peter Frisch dire, mais laissez parler Madame Auguste, parce qu'il y avait Madame Fonbrun qui a vécu beaucoup de ces époques contemporaines et qui disait tout le temps, non, ça ne s'est pas passé, si moi j'étais là, moi j'ai vécu ça. et Maëlle Fouchard et Wanda Pierre qui ont aussi des idées très arrêtées, elles tiennent à leur Donc il fallait articuler ces 4 positions pour en faire un texte unique. C'est toi et moi qui étions les plus calmes, les plus pondérés, à faire la part des choses. Et qui faisaient la part des choses. Je dois dire que s'il y a quelque chose que nous avons tenu, c'est que nous avons voulu que ce soit un travail, bien que c'est de l'histoire et que les émotions passent à travers ce que l'on écrit. On n'y échappe pas. Mais on a voulu que ce soit un travail le plus scientifique que possible. Et on a voulu que ce soit un travail impartial, où nous sommes abstenus de commenter les faits ou de donner de porter des jugements. Ce n'est pas à nous, historiens
auteur à commenter on ne fait pas du journalisme. Là. Ouais. Nous ne sommes pas en train de porter des jugements. Nous Il s'agit présentons de les faits, c'est de restituer restituer les tels faits qu'ils se sont déroulés dans le se temps. sont déroulés dans le temps, le bon et le moins bon, ou même le terrible et le mauvais, au lecteur de faire sa part des choses et d'arriver à ses conclusions ou comment et voir ce vécu. Parce que ce qui est présenté dans ces ouvrages peuvent aider beaucoup de nos contemporains à comprendre le vécu d'aujourd'hui. Ouais. Parce que l'Haïti d'aujourd'hui est une résultante de tous ces événements qui se sont passés au fil des décennies. Alors, le tome 1 de J.C. d'Orsainville, c'était d'abord un ouvrage scolaire. Est-ce que le tome 2 a épousé cet ADN-là? Est-ce que c'est un livre qui est fait pour des écoles secondaires ou primaires? Bon, je tiens à dire que pour commencer, le d'Orsainville, celui-là, cette nouvelle édition, ne se veut pas un manuel scolaire en soi. C'est un ouvrage que l'on veut qu'il soit un ouvrage de référence, ainsi que le tome 2, comme un ouvrage de référence. Un peu comme les Marrons de la Liberté. Par exemple, que quelqu'un qui veut avoir une bonne opinion, se faire une idée rapidement sur l'ensemble du vécu haïtien, de l'ensemble de l'histoire d'Haïti de 1492 à 1986, en lisant ces deux tomes, peut se faire, que ce soit un Haïtien ou un étranger, une bonne idée, c'est quoi Haïti et quelle a été l'expérience historique vécue par le peuple haïtien. Parce qu'il y a eu des écrits sur l'histoire d'Haïti en un ou deux volumes, mais majoritairement écrits par des étrangers. Je pense que c'est la première fois que nous pouvons avoir une histoire d'Haïti qui arrive jusqu'à 1986, qui est rédigée par un groupe d'auteurs qui sont des Haïtiens. Et que la fibre haïtienne est bel et bien présente et que c'est une présentation historique vue de l'intérieur et non vue de l'extérieur. Et c'est une présentation historique objective également. On l'a voulu. Bon, on espère que le lectorat, à la lecture, jugera et estimera est-ce que, oui, les auteurs ont été objectifs. Et je dois dire en passant, par moment, et Geneviève Auguste racontait l'anecdote que lorsqu'elle parlait à des amis ou des connaissances, ce qu'elle écrivait, sur quoi elle travaillait, et parlant de telle période, et puis elle avait des amis qui lui disaient « Ah, mais Spero, mettez pour yo !» Et elle dit « Non, je ne suis pas là pour mettre pour personne. Oui. Okay? Mais Spero parlait de tel bagaille. S'il y a quelque chose que nous avons tenu, tout ce qui est écrit est à base de documents. Si ce sont des faits qui font l'objet de l'oralité ou d'anecdotes, que c'est dans l'anecdotique, on a opté de ne pas se verser dans l'anecdotique. Monsieur Frisch, lorsqu'on écrit l'histoire, dans quelle boîte on met les anecdotes, les faits divers? Comment peut-on proposer une histoire objective quand ces éléments-là sont autour comme presque des parasites? Bon, mais justement, c'est là le travail de l'historien qui veut traiter le sujet avec objectivité. Et on ne peut pas se verser dans l'anecdote. Et l'historien doit se référer aux documents, doit avoir des preuves de ce qu'il avance dans le texte qu'il écrit. D'ailleurs, ces livres-là, il y a toute une bibliographie qui est mise à la fin du tome 2 et qui permet d'avoir les références de tous les ouvrages qui ont été consultés, qui ont été lus pour pouvoir servir de base à la rédaction de ce tome 2. Voilà. Donc, effectivement, les anecdotes, si il y a une anecdote, mais que cette anecdote a été relayée par un témoin de l'époque,
qui l'a écrit et que c'est documenté, à ce moment, on peut le traiter, qu'on peut dire qu'un tel, et à l'époque, a relaté tel événement, avoir vécu tel fait. Mais si ça reste purement dans l'oralité, et c'est très difficile d'aborder ceci parce que ça peut polluer le texte. Ouais, parce que dès l'instant où on rentre dans de la polémique, où avez-vous trouvé cette information, c'est vrai, ce n'est pas vrai, et on ne peut pas rentrer là-dedans. Absolument. Donc, et c'est d'ailleurs Geneviève Auguste et nous racontait comment que des fois, elle racontait à des amis ou des personnes que voilà, elle est en train d'écrire telle histoire sur telle période, etc. Et cette personne, son interlocuteur ou interlocutrice, lui répond « Ah, Miss Perrault, mettez pour un tel, Miss Perrault, mettez pour un tel. » Il dit « Non, 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 ce n'est pas mon rôle de venir mettre pour un tel. Ouais. Et je ne suis pas là pour pouvoir raconter des on-dit ou des anecdotes. Et là, ce n'est pas notre rôle de le faire. Et maintenant, on présente les faits. Le lecteur, à son tour, lui, en lisant, portera son jugement. Mais ce n'est pas nous, comme écrivains, auteurs et historiens, de porter le jugement. Histoire d'Haïti de J.C. d'Orsainville, le tome 1 que la Maison des Champs a réédité, et l'ouvrage majeur, le tome 2, Histoire d'Haïti, qui fait de 1915 à 1986. Nous parlons d'histoire sur ce plateau avec Geneviève Auguste, avec Peter Frisch, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La Maison des Champs a 120 ans et dans ce contexte, un tome 2 qui fait suite au J.C. d'Orsainville, qui couvre une période très contemporaine de l'histoire d'Haïti. Nous faisons le trajet de 1915 à 1986. Sur mon plateau pour en parler, Madame Auguste, Monsieur Frisch, ils sont là 2 des 4 principaux collaborateurs qu'il y a eu pour faire ce livre d'histoire d'Haïti. Madame Auguste, je me tourne vers vous. Est-ce qu'en écrivant ce livre, est-ce que vous aviez eu le sentiment d'apprendre vous-même beaucoup de choses sur l'histoire d'Haïti? Dans quel état d'émerveillement vous étiez? Oui, j'ai beaucoup appris. Et je ne peux pas parler vraiment d'émerveillement, certaines fois oui, mais j'ai appris beaucoup de choses sur l'âme haïtienne. Ce qui veut dire que pour moi, j'ai vu l'haïtien sous un autre jour. Haïtien porteur de liberté, pas seulement s'arrêtant à l'époque de Miranda, de Pétion, etc., mais continuant tout à travers le temps. Et comme on en discutait l'autre jour, quand il y a eu la guerre mondiale, surtout la Deuxième Guerre mondiale, le président Vincent a écrit, avant la déclaration de guerre, il a écrit au Führer pour demander de tenter de nouvelles négociations pour qu'il n'y ait pas de guerre. Donc tout ça, c'est l'amour d'Haïti pour la liberté, l'amour d'Haïti pour l'égalité des hommes, pour la fraternité. Ensuite, aux Nations Unies, Haïti a en plusieurs fois plaidé pour la formation de nouveaux États. Ouais. Donc Haïti, vraiment, la décolonisation. Donc Haïti, pour moi, fait les grandes premières. Ouais. Au point de vue liberté, au point de vue humanité aussi. Et Haïti a offert la naturalisation à des Juifs qui étaient poursuivis par les nazis, leur offrant la naturalisation gratuitement. Ils pouvaient venir en Haïti, habiter et avoir la naturalisation pour échapper aux poursuites nazies. Non seulement ça, mais ce qui m'avait émerveillé, ça c'était une entreprise individuelle et privée. Quand, par exemple, le long du passage du canal du Vent,
que les bateaux allemands ou de leurs alliés torpillaient les navires marchands, les navires passagers qui passaient dans le coin. Des Haïtiens se sont mis ensemble, des pêcheurs haïtiens, pour récupérer ces passagers-là qui se noyaient, les rescapés qui se noyaient, et les ramenaient au rivage et s'occupaient d'eux, leur donnaient à manger, les aidaient, les épaulaient. Et tout ça, je pense que c'est merveilleux et ceci m'a émerveillé. D'où l'intérêt d'aller lire ce livre et de rentrer en contact avec ces aspects-là de l'histoire d'Haïti. Mais cependant, il y a des côtés sombres de notre histoire, bien sûr. Cette éternelle bataille entre le Parlement, ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau. L'exécutif et le législatif sont toujours à couteau tiré. Et ce que vous dites là est en lien avec la question que j'allais poser à M. Frisch. De la période 1915-1986, quels sont les quelques invariants que vous avez constatés dans l'histoire d'Haïti? Bon, je pense que pour beaucoup, et les cas où l'exécutif cherche toujours à s'arroger le plus de pouvoir possible, et à différents degrés, et en fonction des gouvernements, mais systématiquement et à vouloir et accaparer le maximum de pouvoir. Et une autre constante est reprendre continuellement les constitutions. Chaque gouvernement vient et veut venir avec sa constitution. Et vous verrez à travers ce tome le nombre de chartes fondamentales qu'il a fallu reprendre. Et même à l'intérieur d'un même gouvernement, et au gré de leur désir de conquête d'autorité, et ils allaient vers une première refonte de la Constitution, une deuxième refonte de la Constitution au sein de ce même pouvoir. Et l'autre aspect, comme Geneviève Auguste vient de l'évoquer, et cette lutte constante entre l'exécutif et le législatif. Et ce que nous avons vécu dans l'histoire tout à fait récente n'est pas différent de ce que les générations précédentes ont vécu. Je dois le dire, je suis obligé de l'avouer que bon, ça fait partie d'une de nos tares. C'est le manque de volonté de pouvoir travailler ensemble. Ça veut dire la devise du pays, c'est l'union fait la force, mais malheureusement, ne reste qu'une devise. Au niveau du politique, on n'arrive pas à rendre opérationnelle cette union fait la force. Et je pense qu'effectivement, tant que nous n'arrivons pas à être un pays où nous pouvons mettre nos efforts ensemble et mettre de côté les différences et de trouver qu'est-ce qui nous soude ensemble dans ce pays et à ce pays, et on risque encore de génération en génération et à répéter les mêmes erreurs, à répéter les mêmes travers. Donc c'est ce que ça nous a permis de constater. Mais encore une fois, on peut parler ça sur les côtés négatifs, mais du côté positif, c'est ce côté résilient du peuple haïtien, ce côté combatif de toujours, envers et contre tout, surmonter les épreuves et toujours chercher à aller de l'avant et toujours aspirer au meilleur. Et ça permet aussi, du moins en lisant ce livre, on acquiert une certaine lucidité historique par rapport au contexte de l'occupation américaine. Je suis tombé sur une gravure dans ce livre qui m'a appris beaucoup de choses. Oui, le pays était dans une certaine anarchie, il y avait une instabilité politique, mais occuper beaucoup de territoires sur le continent rentrait Mme Auguste dans un projet hégémonique américain bien écrit. Absolument. Absolument. C'était l'Amérique aux Américains. Absolument. Et je peux vous raconter une anecdote. Nous avions, ça fait il y a de très nombreuses années, ce livre n'était pas encore du tout en chantier, mais j'écrivais toujours les manuels d'histoire. Et nous avons été, je crois, à la Grande Rivière du Nord. Et Peter et Mme Fouchard étaient en train de s'entretenir avec les directeurs d'école. Et moi, je faisais une formation pour les enseignants. Et après la formation, il y a une institutrice qui est venue me trouver les larmes aux yeux, me disant « Madame,
est-ce que c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls pays à avoir été colonisés? Je dis, mais non. Mais de très nombreux pays, vous voyez ça. Oui. Et elle pleurait, elle me disait, j'ai toujours cru que nous étions colonisés, que nous avions été colonisés parce que nous n'étions pas bons. Parce qu'il y avait quelque chose en nous, une certaine faiblesse qui attirait la domination. Et c'est une maîtresse d'école. Une maîtresse d'école, une enseignante. Donc alors, c'est... disons, effectivement, ça veut dire qu'il était évident que... Et est-ce que ça a vraiment changé jusqu'à aujourd'hui? Peut-être que les formules changent, les approches changent, et d'une période à une autre, d'un environnement sociopolitique à un autre. Mais l'occupation américaine d'Haïti rentrait dans le cadre d'une politique mise en place par le gouvernement fédéral américain d'avoir un contrôle sur le continent américain. Et Haïti faisait partie de ces territoires qui étaient sur le passage menant des États-Unis vers le canal de Panama. Et il fallait contrôler ces routes maritimes. Ils avaient, il fallait par exemple, contrôler besoin les du mol territoires. Saint-Nicolas, qui était un point stratégique pour ravitailler les bateaux. Donc, Haïti, comme les autres pays aux alentours, étaient des marchés potentiellement intéressants. Et bien entendu, l'anarchie qui se passait en Haïti à l'époque, les conflits politiques qui divisaient le pays et dans lequel Haïti sombrait à l'époque, a été le prétexte et l'opportunité tant rêvée par les États-Unis pour intervenir et occuper Haïti. Mais en même temps, en pleine occupation, il y avait Madame Auguste, la fameuse commission Forbes. Oui, bien sûr. Et c'est cette commission qui un peu a levé le voile sur les conditions réelles de l'occupation et qui a mis un peu la puce à l'oreille de l'opinion publique pour qu'il y ait un soulèvement anti-occupation. Mais avant la commission Forbes, il y en avait bien d'autres. Il y avait eu il y avait plusieurs commissions avant qui, au contraire, jetaient le voile pudique sur ce qui se passait. Chaque fois que les plaintes étaient portées auprès du gouvernement fédéral, auprès de l'opinion publique, et c'était des pseudo-commissions à ce moment qui venaient et qui disaient mais non, tout ce que l'on raconte là, ce n'est pas arrivé, il n'y a rien de tout ça, c'est pas vrai, tout se passe très bien comme chez Madame la Marquise. Et puis ils repartaient avec un joli rapport que tout est parfait. Et puis l'occupation continuait. Il a fallu effectivement la commission Forbes pour changer l'opinion. Cette commission n'est pas venue de par le bon cœur du gouvernement américain. Elle a été forcée par l'opinion haïtienne et l'opinion internationale qui était au courant, vu que les informations circulaient déjà, puisque les gens voyageaient et tout. Et tout le monde s'est soulevé, le gouvernement américain s'est trouvé devant le fait qu'il fallait faire une enquête sérieuse. Parce que la presse avait joué à l'époque un très grand rôle. Très grand rôle pour tirer la sonnette d'alarme. Dire qu'en Haïti, c'était pas possible. C'était pas possible de la manière que ça se passait. Maintenant, dites-moi, M. Frisch, qu'est-ce que ce livre peut apprendre à un lecteur lambda sur les gouvernements qui se sont succédés au moment de l'occupation américaine d'Haïti? Comment étaient-ils ces gouvernements? Quelles étaient leurs marges de manœuvre, leur espace de pouvoir et d'influence? Très peu. Très, très peu. C'était presque des gouvernements prête-noms. Et disons, et on le lira dans Artignave, par exemple, où il avait pensé, il le dit, on relate ceci, qu'il avait qu'il aurait pu travailler, même avec la présence de l'occupant américain, au relèvement de la nation. Mais au bout du compte, l'occupant ne lui en a jamais donné l'opportunité. Il avait aucune marge de manœuvre. Et ce que l'occupant faisait, c'était tout simplement faire des exigences et dès qu'il y avait la moindre résistance ou la moindre réticence, l'occupant qui détenait le cordon de la bourse ne faisait que
retenir l'argent, ils avaient le contrôle des caisses de l'État, des douanes, la Banque nationale, tout était sous contrôle américain. Donc, les salaires n'étaient donc pas payés, les fonctionnaires publics, même le salaire du président était retenu, des ministres. Donc, et puis les sénateurs et députés, donc finalement, petit à petit, il fallait se plier, aux injonctions américaines pour ne pas étouffer. Et arrive le gouvernement Borno, et bon, le gouvernement Borno a opté de faire ce qu'ils ont appelé vraiment la collaboration franche et loyale. Et le Borno, c'est peut-être le pire qu'on ait connu dans l'histoire de ce pays. En termes de présidence. Pas forcément. Je pense que si on lit le chapitre Borno, et nous avons essayé de faire la part des choses. Ouais. Et oui, dans le contexte de l'époque, Borno a été très mal vécu par la population haïtienne, particulièrement par ce qu'on peut appeler les intellectuels et la société haïtienne par rapport à cette collaboration qui était considérée comme une traîtrise, comme une trahison à la nation. Il est perçu comme un fervent soumis. Mais en même temps, et c'est un gouvernement qui a quand même beaucoup réalisé. Ça veut dire, lorsque l'on présente les situations, et que l'on présente les réalisations, il y a quand même eu pas mal de réalisations aussi. Donc, il ne faut pas réduire les gens au pire d'eux-mêmes. Ça veut dire que rien n'est absolument blanc ou absolument noir. C'est toujours tout un petit peu est en gris. demi-teinte. Ouais. OK, donc quelque part, je ne porte pas de jugement, je présente les faits et maintenant, au lecteur de se faire une opinion. Madame Auguste, il y a donc là une photo de Port-au-Prince avant l'occupation américaine. Il y a là une photo des marines qui montent la garde devant le palais national. Il y a la photo d'une patrouille de marine dans la campagne haïtienne. Où est-ce que vous avez trouvé ces photos si sensibles, si utiles, Madame Auguste? Comment était le travail iconographique? Ça, c'était vraiment très difficile. Tous on s'est mis à l'œuvre, surtout M. Frisch. Et on les a trouvés dans des livres d'époque, on les a trouvés dans des collections privées, on les a trouvés sur Internet, on les a trouvés dans les journaux d'époque, également dans les archives. Il a fallu aller aux archives tout le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des numéros de moniteurs que nous n'avons pas pu retrouver. Nous avons trouvé qu'il y avait certaines informations, disons, à telle date, je ne me rappelle plus de quel numéro. Et quand on a fait toutes les recherches nécessaires, il y avait plusieurs moniteurs qui avaient disparu. Par exemple, ce qu'on ne peut ne pas se rendre compte, c'est que ces livres-là que l'on voit aujourd'hui, qui sont disponibles au public à présent, on ne se rend pas compte que c'est 4 années de travail. Ah, ça, il faut le redire, M. Frisch. 4 années de travail pour produire. Une année consacrée à la refonte du Dorsainville, du tome 1, et 3 années pour le tome 2. Ouais. Parce qu'il a été rédigé de la tête aux pieds. Ouais. Donc il fallait, faire les fouilles, trouver les photos, trouver un espace de travail parce que vous étiez 4 sur le projet, arriver à parler même 6 sur le projet. Mais c'est le mercredi qu'on se réunissait, qu'on était à 6. Okay. Donc lorsqu'on dit 3 années de travail, ce n'est pas 3 années de travail du lundi au vendredi. C'est du lundi au vendredi pour moi. Oui. Mais le mercredi, nous étions tous ensemble. Mais la réunion plénière de mise en commun, de discussion, de refonte, parce que des chapitres ont fait l'objet de réécriture et réécriture et que nous y sommes retournés des fois, 3 fois, 4 fois, et que nous avons déposé, nous sommes revenus dessus. Quelquefois, c'est un petit mot, un petit mais. Avec des discussions très fougueuses. Exactement. Mais je dois vous dire, sur les 3 ans qu'a pris le tome 2, j'ai écrit très vite tous les premiers chapitres. Il a fallu 2 ans pour les premiers chapitres et 1 an pour les Duvalier seulement. Oui. Justement, on va parler des Duvalier dans un petit moment. Mais après, je pensais que ça n'allait jamais finir. Et j'ai failli donner ma démission plusieurs fois.
Alors, après, on va parler des Duvalier à un moment dans le film, mais après l'occupation américaine, il y a un monsieur qui a fait parler de lui dans l'histoire de ce pays, c'est Élie Lescaut. Monsieur Frisch, qu'est-ce que ce livre va nous apprendre sur Élie Lescaut qu'on ne savait peut-être pas avant? Sur le rôle qu'il a joué comme président d'Haïti et la suite qu'il a été à Asténio Vincent et ses relations avec le président dominicain et Trujillo, qui était l'auteur du grand massacre des Haïtiens tout le long de la frontière haïtiano-dominicaine à l'époque de Vincent. Okay. Et il n'avait pas très réagi, Lescaut. Il était très bisounours. Bon, ça veut dire là, quelque part, Lescaut était un président aussi qui a été un personnage vraiment très politique. C'est quelqu'un qui savait extrêmement bien manier la politique et mais que aussi quand même, son administration a été une administration structurée. Rigoureuse. Ça veut dire énormément des structures qui se trouvent encore aujourd'hui dans l'administration publique haïtienne remontent à l'époque de Lescaut. Il a eu en face les idées de plans quinquennaux et l'idée de mettre en place des statistiques pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est à partir de Lescaut que nous avons eu cela. Madame Auguste, néanmoins, quand le président Lescaut a voulu un petit peu durer au pouvoir, il a eu en face de lui les 5 glorieuses. Absolument. Ouais. C'est toujours notre histoire. Et une autre facette de Lescaut qui est peut-être moins connue, tout le monde a toujours connu l'histoire de Lescaut qui déclare la guerre à l'Empire nippon, etc. Ouais. Mais cependant, ce qui est moins connu, nous l'avons trouvé dans une photo, c'est le don qu'a fait le président Lescaut au nom du peuple haïtien au gouvernement américain pour l'effort de guerre. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était 1 million, c'était beaucoup d'argent. Pour Haïti, pour l'époque. Même pour l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'est pas Tintin, non? Non, c'est pas de la petite bière. C'est pas des petits sous, c'est beaucoup d'argent. Et les 5 glorieuses. Les 5 glorieuses, mais encore une fois, mais je dois dire, voilà encore une des constantes. Très souvent, les gouvernements sont partis au terme de résistance populaire à leur volonté de se maintenir ubitorbi au pouvoir. Ouais. Que ce soit en cherchant à modifier la Constitution, pour se redonner un autre mandat, pour se rallonger le mandat, dès l'instant que l'on arrive vers la fin d'un pouvoir, on verra qu'à la base, il y avait toujours cette volonté de rester au pouvoir. J'y suis, j'y reste. Toujours des stratagèmes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et dans ce cas-là, et particulièrement dans le cas de Lescaut, vu qu'il y avait eu l'état de guerre, il avait pris, disons, des dispositions extraordinaires et hors, c'est-à-dire extra-constitutionnelles, et que lui donnait le droit par rapport au fait que Haïti était en état de guerre. Dès l'instant qu'Haïti avait déclaré la guerre au Japon, à l'Allemagne nazie, à l'Italie et fasciste, automatiquement Haïti était en guerre. Donc l'état de guerre existant, et c'était. Il pensait pouvoir s'octroyer des pouvoirs extraordinaires. Non, la Constitution l'habilitait, lui donnait. Le Parlement lui avait donné le droit de diriger par décret et de prendre des dispositions exceptionnelles, de prendre des dispositions pour la protection de la nation, par exemple, de limiter la liberté de la presse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la guerre était terminée, où toutes ces dispositions devaient cesser, comme on dit, il avait pris bon goût. Il avait voulu les maintenir. C'était plus facile de les maintenir. Or, l'esprit changeait à l'époque.
ça veut dire les dispositions, ça veut dire à l'international, c'était un vent de liberté qui soufflait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une jeunesse haïtienne, il y a une jeunesse très haïtienne dynamique, très il y a dynamique. Bloncourt, il y a Depestre. Exactement. Absolument. Et cette jeunesse a dit pas question. Ouais. Pas question. Aussi, il y avait le fait que quand même, le pouvoir de l'ESCO est un pouvoir perçu comme étant très clair, si je peux m'exprimer ainsi, disons, et c'était qui donnait très peu d'espace à ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne montante, à la jeunesse montante de trouver un espace d'expression politique. Et disons, tous ces éléments se sont conjugués pour pouvoir faire bloc contre le pouvoir de l'ESCO et en 5 jours le faire quitter le pouvoir. Voilà. Histoire d'Haïti, tome 2, 1915-1986. Sur mon plateau, Peter Frisch et Geneviève Auguste, la Maison des Champs a 120 ans. Et dans ce contexte, elle vous propose ce livre d'histoire qui est un bijou pour maîtriser l'histoire de ce pays. Allez, le temps de votre deuxième respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Histoire d'Haïti, tome 2, 1915-1986, page 113, chapitre 9. Le gouvernement de Paul-Eugène Magloire, 6 décembre 1950, 10 décembre 1956. Paul-Eugène Magloire, l'homme. Paul-Eugène Magloire était âgé de 7 mois quand son père, le général Eugène Magloire, mourut soudainement. Le général était un fermier aisé, connu pour sa droiture, son courage et ses idées d'avant-garde. Il eut d'ailleurs à déclarer « Quant à cette question de couleur, nous ne devons plus en parler, car Haïti appartient à tous, noirs et mulâtres. » Voici une déclaration des plus solennelles et des plus importantes pour arriver à créer une concertation nationale. Tout à fait, tout à fait. Et ceci, c'est, on relate, disons, et ceci a permis d'expliquer quelque part la structure du pouvoir de Paul-Eugène Magloire. Ouais. Parce que ça a été un président qui, en son temps, et uniquement juste à la fin, était resté un président très populaire dans l'esprit des Haïtiens. D'ailleurs, c'est lui qui a célébré le 150aire de l'indépendance d'Haïti dans un très grand faste. Vraiment, il a marqué cette période par les réalisations pour marquer dans la pierre et les monuments l'indépendance d'Haïti, donc le 150aire de l'indépendance d'Haïti, lesquels monuments nous en bénéficions jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit à Vertières, au Gonaïves ou à Port-au-Prince. Ouais, c'était un bâtisseur, ce Magloire. Madame Auguste, vous savez ce que j'ai appris en lisant ce livre? Et ça m'a fait tellement plaisir de savoir que, bon, c'est bizarre de parler de plaisir pour ce que je m'en vais dire après. Paul Magloire est mort en 2001, c'est avant-hier. Ouais. C'est récent. Ouais. En 98, il était là. En 99, c'est tout récemment. Donc, voici l'intérêt de ce livre. Il a vécu tout l'après du Valier en Haïti. Il a vécu à Aristide en 90 et tout. À la chute, et au départ de Jean-Claude Duvalier, et il est retourné d'exil et il a vécu en Haïti et est mort ici. Voilà. Sinon, après, il y a eu, je reprends votre formule, une valse de gouvernement provisoire, Madame Auguste. Oui. Ouais. C'était à la chute de Magloire. À la chute de Magloire.
nous sommes rentrés à nouveau dans une période d'anarchie, une période de lutte fratricide, encore une fois. Voilà, c'est malheureusement une réalité constante. Ça veut dire la soif du pouvoir est grise et parfois rend fou. Et c'est à la limite surréaliste. Quand on prend le cas du gouvernement de Daniel Fignolet, c'est du 26 mai au 14 juin 1957. C'est quelques jours au pouvoir. Et très souvent, ça semble extraordinaire parce qu'il était tellement populaire que... Ouais. Mais il était populaire à Port-au-Prince. Ça veut dire c'était alors malheureusement très souvent on pense à l'histoire d'Haïti et aux personnages à travers un prisme porto-princien. Ouais. Et ce que et particulièrement au nord ou dans certaines régions du pays, on appelle la République de Port-au-Prince. Or, l'histoire d'Haïti n'est pas faite que de Port-au-Prince. Oui. Et alors, effectivement, Daniel Fignolet était un personnage qui avait une fougue extraordinaire, qui avait un charisme fabuleux et qui était vraiment l'idole du petit peuple, mais de Port-au-Prince. Ouais. Il était très peu connu dans le reste du pays à l'époque. Disons peut-être que s'il avait vécu aujourd'hui à l'ère des médias et des communications il aurait faciles, fait des tweets, des photos sur Instagram, l'aurait aidé. Disons, il aurait été certainement beaucoup plus connu à l'échelle nationale. Mais en 1957, c'est vraiment ça veut dire sa base était vraiment à Port-au-Prince, essentiellement. Et le chapitre qui a failli mettre le feu dans vos discussions, c'est ce chapitre sur Papa Doc, ce monsieur qui est né le 14 avril 1907, qui est décédé à Port-au-Prince le 21 avril 1971. Pourquoi Papa Doc, Madame Auguste, a-t-il posé autant de problèmes? Pour saisir sa période, pour comprendre son temps, l'ère du valérien. Chacun voit Papa Doc à la lueur de son vécu, à la lueur de ses désirs, et toute la réalité sur Papa Doc n'est pas encore vraiment connue, à mon avis. Parce que dans la plupart des livres que nous trouvons, on donne une certaine facette de Papa Doc. On le montre sous un certain aspect. Mais qui était vraiment ce personnage? Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait bâtir une nation? Des fois, on en a l'impression, on voit qu'il pose des jalons pour bâtir une nation, mais d'autres fois, on a l'impression, je parle pour moi, je parle, ok, ça n'a rien à voir même avec le livre. Je vous parle de mes préoccupations à moi en écrivant. Et certaines de ces préoccupations, j'ai dû taire, ok? Parce que ça allait aller vers une sorte de partialité peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que c'était quelqu'un qui était plein d'ego et qui voulait un pouvoir personnel uniquement? Ou bien est-ce qu'il voulait vraiment bâtir une nation? Je pense que c'est peut-être quelque part un peu des deux. Qu'est-ce que tu en penses, Peter? Je pense que quelque part, lorsque l'on analyse la période François Duvalier, Papa Doc, que je veux bien différencier de Jean-Claude Duvalier. Oui, c'était la continuité, mais c'était une continuité dans une certaine rupture. Je tends à dire que oui, de début Duvalier à fin Duvalier, père et fils, et nous avons vécu une dictature. Et on ne va pas mâcher les mots. C'était la réalité de l'époque. Okay? Mais ce n'était pas les mêmes, ce n'était pas les mêmes dictatures, c'était pas les mêmes, ce n'était pas les mêmes pouvoirs. Donc il fallait, ce n'était pas la même époque non plus. Donc il a fallu bien les traiter différemment. Et pour revenir à François Duvalier, et il faut voir que c'est aussi un personnage qui est arrivé au pouvoir dans un environnement politico-social de très grande tension. Il y avait un esprit quelque part de règlement de compte.
Ouais. Il y avait aussi quelque part et cette lutte, cette fracture sociale qui existait dans On le parlait pays. il y a quelques secondes de valse de gouvernement provisoire. Exactement. Il y avait un ras-le-bol aussi, un ras-le-bol. Et quelque part, il a fallu, et il y a eu, disons, beaucoup de volonté de renverser François Duvalier au début. Il a eu à faire face à beaucoup d'actions contre son pouvoir. Et quelque part, j'estime que ces actions ont alimenté ça veut dire sa volonté de mettre en place une dictature de plus en plus forte, de plus en plus féroce, pour pouvoir asseoir son pouvoir. Les premiers mots qui présentent Duvalier dans ce livre pourraient le faire passer pour un gentil. Duvalier était un homme tranquille et discret. On le disait plein de compassion pour les déshérités. Il faisait partie du cercle des intellectuels indigénistes proches du docteur Jean Presmars. Très tôt, Duvalier se lia d'amitié avec Lorimer Denis, un nationaliste convaincu, ethnologue et spécialiste du vaudou, qui l'influença énormément. Auteur engagé et passionné par la recherche sur notre identité culturelle, il publia notamment de l'hebdomadaire Les Griots. Voilà, Duvalier, à ce moment-là, c'est un intellectuel aussi. Absolument. Ça On veut dire, doit mais rien et on divers. doit le présenter. Ça veut dire Oui. ça, Mais ça, c'est vrai. c'est une réalité. C'est une réalité. Ça veut dire on ne peut pas passer outre. Ça veut dire que on aime ou qu'on n'aime pas un personnage. Il faut présenter les faits. Et cet aspect de François Duvalier est une réalité. Ça veut dire on ne peut pas le soustraire, on ne peut pas dire que, bon, parce que Duvalier a été un dictateur, il ne faut pas dire ça. Tous les jours. Ouais. Qui ne peut être que méchant. C'est quelqu'un qui a été un intellectuel, c'est quelqu'un qui a milité, c'est quelqu'un qui avait, en son temps, et au début, la volonté d'agir pour les masses. Du moins, il le disait, il l'évoquait. Ok. Ce n'est pas pour rien que, quelque part, il a eu son degré de popularité et qu'il avait ses partisans. Il avait des partisans intraitables et farouches. Surtout avec son Même profil avant sa de montée au docteur. Et pouvoir. même avant sa montée au pouvoir, c'est sûr. Lors de la campagne. Ça veut Oui. dire, attention, François Duvalier est un personnage politique qui a aussi servi le gouvernement d'estimé. Ouais, il était C'est-à-dire, secrétaire d'État à la il était santé secrétaire publique. d'État à la santé publique. C'est quelqu'un qui, dans la campagne du Pian, Avait joué un beaucoup rôle joué important. un rôle et disons, il a beaucoup circulé à travers le pays et a établi des contacts de ce fait à travers le pays profond. Et la campagne du Pian était une action menée par un groupe, c'est-à-dire une action de santé américaine. Okay? Et les médecins américains qui côtoyaient François Duvalier en parlaient en très grand bien. Dans le vécu de l'époque. Les personnages évoluent avec le temps. Ouais. Mais cette période est pré-président François Duvalier Et pré-campagne. et pré-campagne. Cette réalité, il fallait dépeindre le personnage qui se présentait à la nation comme candidat à la présidence en On parle donc 1957. d'histoire, mais à un moment, la mise sur pied d'une police secrète. Tout commença par un démarquage du général Québro qui devenait trop puissant, même encombrant, Madame Auguste, pour François Duvalier. Ouais. Ce fameux général Québro. Qu'il Parce que avait mis au pouvoir. Oui, Bien sûr, quelque part, Québro s'est senti comme un faiseur de président. Ouais. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est ma lecture, c'est la lecture de beaucoup de... c'est ce que nous avons D'observateurs de tiré l'époque. de beaucoup d'observateurs de l'époque, c'est que l'armée a joué un grand rôle. Ça, c'est évident que l'armée a joué un grand rôle pour aider François Duvalier à conquérir ce pouvoir. Le colonel Pressoir-Pierre. Pierre le dit. Ça veut dire à conquérir ce pouvoir. Ça veut dire l'action de l'armée pour permettre à François Duvalier de réussir les élections et de remporter les élections. Mais quelque part, ils avaient estimé que
François Duvalier, dans ce côté, cette image qu'il projetait justement d'être quelqu'un d'affable, attentif, et était quelqu'un qu'il pouvait contrôler. Quelque part, l'armée de l'époque, Québrois, avait pensé pouvoir mettre en place une politique de doublure à la manière de Beaubois-Ardouin. Et là, c'était méconnaître le profil de Papa-Doc. Méconnaître, ça veut dire, si l'on prend justement les amis de la première heure et de François Duvalier, qui par la suite s'étaient distancés de François Duvalier, et évoquaient et alertaient, faites attention. Et sous ce côté affable et doux et discret, il y a un lion qui se cache un fauve. Okay? Donc, Québrois avait pensé qu'il aurait pu avoir en François Duvalier quelqu'un qu'il pouvait contrôler. Comme en son temps, Beaubois-Ardouin avait pensé, Séligny-Ardouin avait pensé qu'en Soulou, qu'ils auraient pu avoir un président qu'ils auraient pu contrôler. Et l'histoire se répète. Et ils se sont montrés des présidents qui ne comptaient pas se laisser contrôler et comptaient avoir un pouvoir très fort. Les tontons Macoute, force de terreur, c'est cagoulard ou non cagoulard, avec un profil particulier. Madame Max Adolphe. C'est qui cette Madame Max Adolphe? Madame Max Adolphe était la superviseuse des tontons Macoute. Des VSN, volontaires de la sécurité nationale. Parce qu'il faut, bon, quand même, il y a une petite distinction quand même peut-être à faire entre les VSN et les tontons Macoute, en ce sens que tous les tontons Macoute étaient des VSN, mais tous les VSN n'étaient pas forcément des tontons Macoute. Attendez, donc VSN, ce n'était pas le nom conceptuel, intellectuel? C'était le nom officiel, volontaire de la sécurité nationale. Les tontons Macoute dans le parler. Les tontons Macoute dans le parler, c'était les fers de lance. Ceux qui vraiment étaient sur le terrain. D'accord, donc c'était... Il y avait des stratèges dans les VSN. Ouais. Et maintenant, au niveau du mot tonton Macoute, et c'est un mot qui souvent est utilisé et vis-à-vis de différentes personnes et par rapport à leur rôle ou leur fonction et de côté cerbère dans la période de la dictature de François Duvalier et qui ne sont pas forcément aussi des VSN. Mais est-ce qu'on sait d'où vient l'appellation tonton Macoute, M. Frisch? Bon, tonton Macoute, c'est dans l'imaginaire populaire. Et selon ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au niveau du peuple haïtien, le tonton Macoute, c'est ce qu'on appelle souvent le marchand de sable, que l'Américain appelle le boogeyman. Ça veut dire c'est un personnage mystérieux qui peut venir vous prendre le soir, vous faire disparaître, et que donc automatiquement ça a été adopté, disons, ça a été ce qu'on appelle le nom et le nom coquin qui a été attribué à ceux qui remplissaient ce genre de fonctions et de rôles et qui faisait peur. Qui faisait peur. Et parce qu'au bout du compte, ça a été une mise en place qu'il fallait vraiment un contrôle de la population. Et parmi, c'est ce qui rend votre travail intéressant. Le travail est très minutieux. Là, j'ai la photo de Zeila Madoumbe, qui est décédée le 13 mars 2017. Écoutez, 44 membres de sa famille furent tués par le régime de François Duvalier. C'est l'une des rares survivantes de cette famille. Ouais. Et elle est morte avant hier, le 13 mars 2017. Voilà. Comment vous avez fait pour rencontrer cette Madame Madoumbe? C'est pas moi qui l'ai rencontrée, c'est les membres de Devoir de mémoire. OK. Et une interview était sur le Nouvelliste. Ça a été publié dans le Nouvelliste. Et cette photo est une photo prise du Nouvelliste que m'a fourni Dominique Fante-Simon. Et vous avez trouvé, bon, c'est une liste partielle ça des peut victimes. Être que partielle. Ça peut être que partielle. Voilà, que partielle. Parce qu'il y a des victimes qui sont documentées, où les noms, les périodes ou les dates de disparition, de mort sont connues.
Mais à côté de, toutes ces personnes et dûment citées qui sont des victimes du pouvoir, et il y a vraiment énormément d'anonymes que nous ne saurons jamais les noms. Pour monter sa liste, j'ai consulté 5 à 6 listes différentes. Ouais. Et bon, c'est possible qu'il y ait des erreurs parce que ce n'est vraiment pas évident d'aller de ça à ça. Ouais. Essayer de comparer pour avoir les mêmes noms. Et surtout, les orthographes sont Oui. très différenciés d'un auteur à un autre. Et là, vous parlez du gouvernement de Jean-Claude Duvalier également. Là, on a une photo de Baby Doc sur sa moto où on voit vraiment le côté jouisseur, le côté sybarite du personnage. Absolument. C'est ce qui le différencie peut-être de son père. Lui, c'est un sybarite, et non bon alors que son père était beaucoup plus... Parce que, attention, il ne faut pas oublier, et on le dit au début du chapitre Jean-Claude Duvalier, quand son père devient président, il n'a que 6 ans. Il n'a que 6 ans d'âge. Et à partir de cette année, il prend logement au Palais National. Donc Jean-Claude Duvalier grandit. Ce n'est qu'il levait dans le palais. Il a grandi au palais. C'était sa demeure. Le Palais National était sa résidence. Ouais. Donc après l'école, il rentre chez lui au palais. Ça veut dire il rentre chez lui au palais, sa chambre est au palais. Et quand il devient président de la République, il est encore chez lui. Il est encore chez lui. Ça veut dire sa chambre est chez lui, son bureau est chez lui, et ses réunions politiques, cabinet de ministres, réunions des cabinets de ministres se fait chez lui. Chez lui. Le palais, c'est chez lui. Donc c'était une sorte de royauté. Oui. Quelque part, c'était une royauté sans le titre, parce que c'est comme Louis XIV qui naissait à Versailles, qui grandissait à Versailles, qui mourait à Versailles, et puis son successeur était également né à Versailles. Et tout se passait et tout se passait comme ça. Donc, quelque part, donc, ceci peut expliquer, disons, certains vécus. Attention, François, Jean-Claude Duvalier, c'est vraiment... Et la mort dans l'âme qu'il est devenu président. Il ne le voulait pas. On lui a vraiment forcé la main pour... Parce que lui, il a 18 ans à l'époque, carrément. 19 ans. 19 ans. Ça veut dire, François Duvalier avait décidé que c'est son fils qui devait le succéder. Il avait 19 ans, mais la Constitution disait qu'il fallait avoir 40 ans pour être président. On balaie ça, on modifie la Constitution, on change tous les articles. La majorité n'est plus 25 ans, n'est plus 21 ans, ça devient 18 ans. Tout ceci pour ouvrir la voie à ce que Jean-Claude Duvalier puisse devenir président. Mais imaginez-vous un garçon de 19 ans qui est au démarrage, qui est dans toute la fleur de sa jeunesse. Moi. Et je me vois à 18 ans, je me vois à 19 ans, mes toutes premières années à l'université, et ceci lui est balayé. Ça veut dire qu'il n'a même pas l'opportunité d'aller à l'université, puisqu'il doit prendre cette fonction de président, même si que c'est, au début, c'est en tant que portrait. Il est le président, mais à 19 ans, est-ce que c'est lui qui dirige vraiment? Pas du tout. Il y a la vieille garde qui continue. Et c'est sa mère qui joue un rôle essentiel au début. Et ce n'est qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'il son tempérament de président va prendre son autorité et prend le dessus. Mais au tout début, il est un président portrait. Mais il n'en demeure pas moins que vous êtes le président en titre. Tout ce qui se passe sous votre présidence, vous en assumez la responsabilité. Absolument. Que vous l'ayez fait personnellement ou pas. Ça se passe sous votre gouvernement. Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, Élie Lescaut, Magloire, une période très contemporaine, très actuelle de l'histoire d'Haïti, estimée avec ses nombreuses réalisations, le bicentenaire. Madame Auguste, où est-ce qu'on peut trouver ce livre si précieux, ce petit bijou sur l'histoire d'Haïti? Merci. On le trouve, d'abord on va le trouver à Livre en Folie. À Livre en Folie déjà. Et ce sera un prix très démocratique. Disons, de toutes les façons, je tiens à dire que l'ouvrage, pour ceux qui sont chauds et ne veulent pas attendre,
il est disponible dans toutes les librairies. OK. Il est disponible à la Maison Henri Deschamps, il est disponible dans les librairies de la place, mais il sera effectivement disponible également à Livre en Folie. Et la semaine, c'est-à-dire le 31 mai et c'est carrément la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Et Geneviève Auguste, l'ouvrage sera en signature à Livre en Folie également. Et le livre en librairie, malgré toutes les années et tout le travail réalisé, est à 1300 gourdes. Ah, une misère carrément. OK. Et je dirais pour tout le travail, c'est vrai. Et bien entendu, on sait qu'à Livre en Folie, il y a l'opportunité de l'acheter à 40% et meilleur marché. Voilà. Et donc, c'est 2 tomes, Histoire d'Haïti, Dr Jean-Chrysostome d'Orsainville, 1492-1915, que tout le monde connaît, c'est un classique sur l'histoire d'Haïti. Mais revu, ça avec veut dire des gravures, avec une iconographie. Très agrémenté, disons modernisé. Voilà. Et avec une présentation graphique aussi, hein, qui est très réussie. C'est un objet qu'on tient en main et qui est agréable à tenir, quoi. C'est un bel objet. Et tome 2, là, c'est un travail sur 3 ans qui présente une période plus contemporaine. Ça fait 1915 jusqu'à 1986. Merci, Madame Auguste. Merci, Monsieur Frisch. Et merci, D'Angelo. Je vais vous voir plaisir de partager notre passion pour l'histoire avec le public et que nous espérons qu'ils y trouveront du plaisir parce que nous estimons que ce sont des ouvrages qui sont des ouvrages références et qui peuvent aussi bien être utilisés comme ouvrages de référence dans les lycées, dans le nouveau secondaire, parce qu'il se trouve que le tome 1 correspond au programme du secondaire 1, secondaire 2, et le tome 2 correspond au programme du secondaire 3 et 4. OK. Ah ben c'est magnifique. Écoutez, à très bientôt, à la semaine prochaine, à Livre en Folie. Mesdames et messieurs, place maintenant, après ce tour d'horizon dans l'histoire d'Haïti, place maintenant à la rubrique Temps Science. Attention, Maître Volmar va vous parler de la personnalité la plus influente du XXe siècle, Albert Einstein. À tout de suite. Allez, dernière respiration. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous recevoir chez vous pour parler de livres, pour mettre en avant une passion pour les choses de l'esprit, pour la science. Là, on vient de parler d'histoire, de l'histoire d'Haïti. L'histoire, c'est une science humaine. Nous allons présentement parler de sciences dures, de sciences pures, de physique. Nous allons présenter un personnage qui s'appelle Einstein. Maître Volmar est sur mon plateau pour en parler. Maître Volmar, il y a beaucoup d'Einstein dans ta vie ce matin. C'est un modèle d'ailleurs, un modèle tant pour les philosophes que pour les scientifiques. Ouais. Alors on va commencer par la naissance de ce garçon. Il est né où, Einstein? À Jérémie, à Port-de-Paix, à Esch? Il est né en Allemagne. C'est en Allemagne et à la fin du 19e siècle, de famille juive. Ouais, donc à la base, Einstein, il est dans la judéité. Oui. Mais il était juif lui-même, il s'était accaparé des principes juifs. Bon, la famille d'Einstein n'était pas pratiquante. OK. Donc ils étaient juifs tout simplement. Ils ne pratiquaient pas et son père était beaucoup plus intéressé à l'entrepreneuriat qu'à la judaïté. Voilà. Donc est-ce que ses parents étaient des intellectuels, des scientifiques? Son père était, comme je te l'ai dit, un entrepreneur. Mais qui s'intéressait aussi au truc de la science, par exemple à l'explosion de l'électricité de son époque. Et il avait créé une entreprise où on concevait des appareils électriques. Donc il avait un regard sur les affaires de la science, mais il se voyait plutôt comme... Alors, on peut le voir plutôt comme un ingénieur que comme un scientifique. Et d'ailleurs, il a aidé son fils, sans le savoir peut-être, à aimer la science, parce qu'il lui a fait cadeau d'une boussole qui a marqué Einstein toute sa vie. Parce qu'il n'a pas arrêté de se poser des questions sur cette boussole, sur comment est-ce que cela fonctionne, pourquoi est-ce que le magnétisme fait bouger l'aiguille, etc. Et il y avait un oncle aussi, qui lui était mathématicien, et qui lui avait fait cadeau d'un livre de géométrie
qui a aussi orienté sa vie scientifique. Ouais. Donc Albert Einstein a joui d'un certain capital culturel au départ. Oui, oui, on peut le dire. Et il a vécu dans le milieu scientifique et technique en particulier au cours de son enfance. Mais il faut dire aussi qu'il y a des petites particularités de sa vie, à savoir que Einstein, pendant qu'il avait 3 ans, il ne parlait pas. Ça, c'est compliqué. Ça inquiétait la famille parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir un enfant attardé. Ouais. Il a eu beaucoup de problèmes de langage. Bon, mais ça s'est amélioré au cours du temps. Alors, il y a des anecdotes qui veulent faire passer Einstein pour un mauvais élève lorsqu'il était à l'école. Tu confirmes ou tu infirmes? Je confirme. Et il était un mauvais élève parce qu'il s'embêtait. Et il se dit pourquoi... Il s'ennuyait quoi à l'école? Ah bon, oui, parce qu'il se dit pourquoi est-ce que on nous apprend des trucs que nous savons déjà et on ne questionne pas les choses. D'ailleurs, c'est un génie. Donc, c'est assez naturel chez les génies de s'ennuyer lorsqu'ils sont au milieu de gens qui sont, eux, normaux. Voilà, qui sont plus ou moins normaux. Et ensuite, il y a une autre particularité de sa personnalité, c'est parce qu'il... l'autorité, c'est quelque chose qu'il répugnait, quoi. Ouais. L'autorité. Donc, les professeurs, à l'époque d'ailleurs, avec la pédagogie de l'époque, c'était des figures d'autorité. Donc, c'était un rebelle de naissance. Donc, il digérait mal l'autocratie. Tout à fait. Donc, d'un côté, il y a le rebelle qui est en lui, et de l'autre, celui qui s'ennuyait parce qu'il estime qu'il n'y a pas vraiment de trucs à savoir à l'école. Ouais. Donc, à l'âge de 16 ans, je crois, il abandonna l'école. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait vers 17, 18, 20 ans? Son rêve, c'était d'aller à l'école polytechnique de Zurich. C'est là où on formait les physiciens parce que c'est ce qu'il voulait. Ouais, ce qu'il voulait, c'était de questionner la nature. Donc, pas d'écouter les gens dire des trucs qu'ils savaient déjà. Ouais. Alors, ce qu'il a fait, alors, son père s'est battu pour trouver une solution parce qu'il y avait un examen à passer pour entrer à l'école polytechnique. Et vu qu'Einstein n'avait pas encore terminé avec ses études, donc il y avait un problème. Ouais. Donc, on a fini par trouver une école libérale en Suisse. Et là, il s'est au moins adapté. Hein, parce qu'on lui permettait de poser des questions, de remettre en question ce que disaient les professeurs, ce qu'Einstein faisait à longueur de journée. Et il faut dire qu'on le mettait dehors tout le temps. Hein, ouais. Il posait tellement de questions qu'il passait carrément pour un turbulent. Même le professeur en question. Parfois, il résolvait des solutions de mathématiques de manière différente. Alors, il utilisait d'autres chemins mathématiques pour résoudre ses problèmes. Et le professeur, lui, ce qu'il attendait, c'est qu'Einstein fasse ce que lui il a dit de faire. Ouais. Donc, c'était un garçon en particulier à l'école. Mais dites-nous, Maître Volmar, là, très rapidement, on a balayé la vie du personnage. Pourquoi il est tellement important qu'on en parle maintenant à Délivrez-vous? Quel est son héritage, Maître Volmar? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? L'héritage d'Albert Einstein, c'est d'avoir révolutionné la physique et révolutionné toute notre façon de percevoir l'espace et de percevoir le temps. Et là, tu es en train de dire que Albert Einstein a tué Newton? Non, non, pas du tout. Ce qu'il a fait, par contre, c'est de dire ce que Newton ne pouvait pas dire. Alors, pour les téléspectateurs, Isaac Newton, c'est un autre physicien, voilà. Oui, c'est un autre physicien. Donc, ce que Newton a découvert, c'est qu'il y a une force entre les corps. Et que c'est cette force qui fait que nous tenons sur la Terre, que nous ne flottons pas. Donc, ça, c'est Newton. Ça, c'est Newton. Voilà. Et cette force, c'est la gravitation. C'est la gravitation. Mais c'est pour cela qu'on répétait tout le temps à l'école, ce qui est totalement faux maintenant, que la pesanteur est une force qui nous attire vers le centre de la Terre. Donc, ça, c'est Newton. Mais Einstein, lui, avec la relativité générale, ce qu'Einstein a développé, c'est que ce n'est pas une force. La gravitation, ce n'est pas une force, c'est une courbure de l'espace. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. C'est de la masse qui agit sur l'espace. Parce qu'avant, au temps de Newton, on pensait que l'espace était quelque chose de rigide. L'espace, c'est comme là où nous sommes là. C'est rigide, ça ne peut pas se modifier. Donc maintenant, quand on essaie d'imaginer comment la force de la gravitation se transmet de matière, de masse, on imagine que dans l'espace, il y a quelque chose qui remplit cet espace de vide qu'on appelle l'éther. Et que c'est à travers l'éther que la force de la gravitation se transmet. Et Einstein, lui, ce qu'il a dit, c'est que dans l'espace, il n'y a pas d'éther. C'est l'espace qui plie, qui se courbe sous l'effet de la masse.
Et ce que nous appelions une force est en réalité le fait qu'un corps qui, dans l'espace, suit une trajectoire rectiligne et régulière, eh bien, le corps continue de se diriger de manière rectiligne dans l'espace, mais vu qu'il suit la courbure de l'espace, eh bien, ça fait qu'on revient toujours sur Terre, parce que cette courbure tend à nous diriger vers la Terre. Là, nous sommes dans la relativité générale. Dans la relativité générale. Il a aussi travaillé sur la relativité restreinte. La relativité restreinte, ça c'est le fait de... c'est un autre... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est un autre paradigme et qui vient de la physique newtonienne, bon, depuis Galilée d'ailleurs, oui. Qui fixe, qui dit que le temps et l'espace sont absolus. Donc ce qui veut dire c'est le même espace ici qui a 3 ou 4 milliards d'années-lumière. Ouais. Donc c'est le même temps, même si on prend un être vivant qui serait sur Pluton actuellement, donc s'il est 9 heures pour moi en ce moment, il est 9 heures pour lui aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le temps absolu. Eh bien, la relativité restreinte nous dit qu'il n'y a pas de temps absolu. Donc il y a, alors cette impression que nous avons que le temps est absolu est liée au fait que tous ceux qui perçoivent ce phénomène, ils sont dans le même référentiel. Ouais. Donc, par exemple, toi et moi, on est dans le même référentiel. On est dans le même espace, sur la même Terre. Mais dès qu'on change de référentiel, le temps s'écoule différemment et l'espace aussi. Ouais, donc le temps pour celui qui est sur Mars n'est point le même pour celui qui est sur la Terre. Déjà, le temps pour celui qui est au rez-de-chaussée n'est pas le même temps pour celui qui est au 20e étage. Oui. Donc, ce n'est pas perceptible parce que c'est dans l'ordre de milliardième, de millionième de seconde. Mais il y a des différences que l'on peut... On a déjà parlé d'ailleurs. Oui, absolument. Quand les gens partent dans l'espace, lorsqu'ils reviennent, ils vont trouver des gens plus âgés, vieux, alors qu'eux, ils vont rester bien encore entendu, jeunes. qu'il faut préciser que c'est dans le cas de voyages où la vitesse est proche de la lumière, de la vitesse de la lumière, qui est le 300 000 km par seconde, ou 300 millions de mètres par seconde. Maître Volmar, Albert Einstein a également reçu le prix Nobel de physique. Pour quel travail? En fait, c'est ni pour la relativité générale, ni pour la relativité restreinte, mais c'est pour une autre théorie sur les phénomènes photoélectriques. Ouais. Donc, les prix Nobel sont tout aussi bizarres. Ouais. Et donc, ce n'est pas pour la question de l'E égale MC2 qui a rendu Einstein très populaire. Ouais. Et c'est une formule très célèbre. Alors oui, c'est pour l'effet photoélectrique qu'il a eu le Nobel, mais la fameuse formule E égale MC carré, j'imagine qu'on en a déjà parlé sur ce plateau, mais ça ne va pas nous tuer si on le refait. Qu'est-ce que ça veut dire, Maître Volmar? Très rapidement, E égale MC carré. Déjà, vu que l'on parle de l'histoire du personnage, cette formule évoque tout un changement, encore une fois, dans la science et dans la physique en particulier. Parce qu'au départ, l'énergie était une chose et la matière une autre. Mais avec Einstein, eh bien, l'énergie c'est de la matière c'est de l'énergie. Donc on peut transformer la matière en énergie autant qu'on peut transformer l'énergie en matière. Donc, bien entendu, Einstein a utilisé des théories de scientifiques qui l'ont précédé, bien sûr. Ouais, ce qui est normal. Oui, donc, mais la particularité de cette formule, c'est de nous apprendre que l'univers n'est pas dissocié, mais totalement unifié de tous ces compartiments. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui peut se transformer en de la matière et la matière peut se transformer en énergie. Donc E, c'est pour énergie. M, c'est pour masse. Et C, c'est pour la célérité, c'est la vitesse de la lumière, de qu'on élève au carré. Donc pour créer de l'énergie, il faut la masse, il faut une masse, il faut mettre cette masse en mouvement, mais un mouvement au carré. Ça, c'est un truc de mathématiques. Ouais. Et le carré, qui a attiré ton attention, c'est assez scientifique. Hein? Et le carré, c'est dû à une invention ou un choix, je pourrais dire, d'une scientifique du XVIIIe siècle. J'ai oublié son nom, mais c'est une femme qui a remis les calculs mathématiques de Newton en question et a démontré que Leibniz avait raison comparativement à Newton et que là, pour évaluer l'énergie ou la force qu'il y a, à l'époque on l'appelait force vitale, qu'il y a dans la matière, lorsque la matière est en mouvement, pour
pour comprendre cette énergie, il faut élever la vitesse au carré. Et voilà pourquoi Einstein maintenant a élevé la vitesse au carré. Ouais. Donc, cela veut dire quoi? Quand vous conduisez une voiture, plus la vitesse augmente, plus la masse de la voiture augmente. Contrairement à ce que les gens disent quand ils parlent, ils disent que la voiture est devenue légère. La machine est devenue légère tellement m'a couru vite. Mais en réalité, la masse de la voiture a tellement augmenté que c'est pour cela que s'il y a collision, il y aura beaucoup plus de dégâts, plus la vitesse augmente. Parce que l'énergie du pétrole et de l'essence qui est dans la voiture se transforme en énergie et calorifique, puis se transforme en énergie mécanique, puis se transforme en énergie cinétique, qui augmente considérablement la masse. Ce qui veut dire, si on pouvait peser un véhicule à grande vitesse, si on pouvait, pendant qu'il est à grande vitesse, le peser, on verra que la voiture pèse beaucoup plus lourd que lorsqu'il est en haut repos. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que l'énergie, c'est d'une énergie qui vient de se transformer en masse. E égale MC carré. Albert Einstein, voici un nom qui doit vous intéresser. Relativité générale, relativité restreinte, E égale MC carré. L'effet photoélectrique, intéressez-vous au savoir. Intéressez-vous à la science. Ça ne va pas vous tuer. Merci, Maître Volmar. Merci, D'Angelo. À la semaine prochaine pour une autre rubrique Temps Science. Et du bonheur. Et du bonheur, toujours. Mesdames et messieurs, nous sommes carrément à l'embrasure. Je reviens sur ces deux livres avec vous. Histoire d'Haïti, J.C. d'Orsainville, qui fait 1492-1915, réédité par la Maison des Champs à l'occasion des 120 ans de cette institution. Et tome 2, Histoire d'Haïti, mais c'est tellement contemporain, qui fait de 1915 à 1986. 2 livres, 2 titres qui seront disponibles à Livre en Folie la semaine prochaine. Et Maître Volmar qui vous a donné l'appétit de la physique avec Albert Einstein. Merci au staff technique de la télévision qui me permet de débarquer chez vous de temps en temps. Continuez à charbonner votre intelligence. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.